Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo n'est pas en lien avec les cours de Wicca. Ça, c'est vraiment pour répondre à une question qu'on m'a posée sur ma vidéo. Conseil Wicca, les livres à lire en français. C'est un commentaire de Laetitia Garod, qui dit merci pour cette vidéo avec le lien, c'est très complet. Que pensez-vous honnêtement en plus approfondi des ouvrages de Scott Cunningham, s'il vous plaît, et quelle est vraiment la différence entre Wicca et sorcellerie? Alors, bientôt Sowen. Alors, pour commencer, je vais parler des ouvrages de Scott Cunningham. Ce que je pense de ces ouvrages, du personnage, parce que c'était un personnage, et sa façon de décrire. Donc, moi j'ai connu Scott Cunningham il y a 10 ans bientôt, je crois, un peu plus. Bon, ça trahit un petit peu mon âge, mais je vais vous dire ça tout de suite. Alors, j'ai juste à vérifier le copyright du bouquin. J'ai connu ça donc en début 2000, donc ça fait déjà 14 ans. Donc j'ai connu Cunningham il y a 14 ans grâce à un ouvrage précis, c'est celui-ci. Donc La Wicca de Scott Cunningham, Magie blanche de vivre. C'est ce livre-là qui m'a fait connaître Scott Cunningham. Je l'avais acheté à l'époque puisque le terme Wicca, je l'avais vu entreaperçu dans un épisode de Charmed. Donc faut pas oublier que Charmed a commencé en 99 en France. Et dans un épisode de Charmed, j'ai vu le titre Wicca. Je connaissais la sorcellerie comme on connaît actuellement, mais le mot Wicca, je ne connaissais pas. Et quand j'ai vu ce mot, je fais ah tiens, c'est assez joli. Je trouvais qu'assez joli, le terme était joliment écrit, donc je disais Wicca au départ. Et donc j'ai cherché à l'époque sur les débuts d'internet et je suis tombé sur sorcellerie.net. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'on prononçait Wicca et non Wicca. Et j'ai vu aussi qu'on beaucoup conseillé cet auteur-là, Scott Cunningham. Donc, un petit tour sur internet et j'ai acheté le premier tome, La Wicca de Scott Cunningham. Suite à ça, quand j'ai lu celui-ci, j'ai acheté, entre parenthèses, le tome 2, La Wicca vivante. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai décidé de m'acheter ces autres ouvrages qui ont été traduits en français, parce que j'attendais surtout qu'ils étaient traduits en français. L'encyclopédie des plantes magiques, la divination, et le livre complet sur les huiles, les herbes et les encens. Ah, c'est ma bibliothèque personnelle, enfin ce que j'ai de Cunningham dans ma bibliothèque. Il y a d'autres ouvrages qui ont été écrits et publiés, il me semble en anglais énormément, donc j'ai en PDF, j'ai par exemple la Kitchen, donc la cuisine de la Wicca pour les sabbats. Enfin, j'ai pas mal de petits ouvrages comme ça sur les pierres par exemple, etc. Je mens pas que c'est intéressant, c'est très intéressant Cunningham. Le défaut que je lui donne, c'est que c'est vraiment très fluffy bunny, c'est vraiment très tout est amour, c'est vraiment très sorcellerie et non Wicca. Il a vraiment utilisé le terme Wicca pour vendre tout simplement parce que c'était un mot à la mode dans la période de publication et je trouve que ça manque d'esprit Wicca dans le sens traditionnel ou semi-traditionnel. C'est vraiment son texte dans la Wicca, Magie blanche et art de vivre est vraiment centré sur, il décrit des pratiques qui ressemblent à la Wicca mais qui n'est pas de la Wicca. Alors, mon avis personnel. Donc mon avis personnel tient compte que de mon avis personnel, je préfère mieux préciser. Scott Cunningham, ses ouvrages sur la Wicca, donc la Wicca vivante, la Wicca et la Wicca vivante, sont à mettre dans les mains que de personnes expérimentées en Wicca. Quand j'ai expérimenté en Wicca, c'est des personnes qui ont conscience de la différence entre Wicca traditionnaliste, Wicca semi-traditionnaliste et sorcellerie, éclectisme, etc. Une personne qui s'intéresse à la Wicca et qui commence, je ne leur
conseille vraiment pas ce livre-là. Je préfère mieux qu'il lise d'autres ouvrages en anglais comme Buckland et les ouvrages de Garner avant de lire ceci, puisque c'est vraiment il est bien ce livre, je dis pas le contraire, mais il n'est pas bien pour les débutants, puisqu'il pollue l'esprit enfin pas polluer l'esprit, mais il fait comprendre des notions qui sont pas réellement Wiccan, mais qui sont des notions sorcières. Et c'est le défaut. Surtout celui-là, la Wicca vivante, c'est un ouvrage qui est, pour moi, grâce à ce livre, on crée sa propre tradition. Pour résumer le truc, hein. Et c'est pas vraiment pas à mettre dans les mains de n'importe quel débutant, du moins une personne qui a lu que Cunningham celui-là et qui lit ça va dire je peux créer ma tradition très facilement et très rapidement, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mon avis, alors l'histoire de ce personnage, il faut comprendre que Scott Cunningham décrit un peu son histoire dans la Wicca Magie Blanche et Art de Vivre, et il donne un peu sa petite histoire personnelle. Une histoire personnelle très intéressante, sachant qu'il est mort très jeune d'une maladie, donc je ne vais pas extrapoler sur la maladie, mais donc il est mort très très jeune. Scott Cunningham, c'était quelqu'un qui était très, comment dirons-nous, très révolutionnaire dans son état d'esprit. Il y a quelques temps, en discutant avec des personnes qui ont connu Scott Cunningham de son vivant, m'ont fait comprendre que Scott Cunningham n'a jamais été initié à proprement parler, comme il explique dans ses textes à la Wicca traditionnelle. Il a suivi un cursus qui était à la mode dans les années 70-80 aux États-Unis, un cursus de Wicca. Buckland, quand il a quand il a porté la tradition wiccan dans l'histoire, il a importé la tradition Wicca gardénienne aux États-Unis. Au départ, il était très sélectif. Il faisait très attention à qui il initiait, jusqu'au jour où il y a eu beaucoup de personnes qui voulaient venir et beaucoup de menaces aussi qui étaient présentes. Pour initier, entre parenthèses, pour donner ce que les personnes voulaient et suite à ça, sélectionner les bonnes personnes, il a créé ce qu'on appelle la cour extérieure. Donc c'est vraiment Buckland et la Longest Land Line qui a vraiment inventé ce principe-là de cour extérieure. Donc un enseignement de la Wicca public, sans donner les secrets, public, permettant aux gens qui étudient ça de pratiquer quelques rites en groupe public. Cette technique-là a permis de enseigner la Wicca, donc la rendre publique de façon un peu, disons, un peu élaborée, un peu très coupée, mais la rendre publique pour permettre à ces personnes de pratiquer la Wicca. Sur, par exemple, une centaine de personnes qui venaient, je veux être initié à la Wicca, les 100 personnes suivaient ce cursus-là. Sur les 100, 50 seulement restaient jusqu'au bout du cursus. Et sur les 50, il y avait réellement 3 personnes ou une personne, entre 1 et 3 personnes qui étaient initiées. Réellement dans la Wicca traditionnaliste. Et les autres, en fait, étaient bien dans leur pratique éclectique, enfin, leur pratique externe. Et se sentant bien, ils continuaient comme ça. Cunningham était ces personnes-là. Il faisait partie des 100 et puis des 50, des personnes qui ont suivi le cursus, du moins jusqu'à un certain niveau, sans avoir été initié. De là, il interpréta la Wicca d'une façon très personnelle. Et il ajouta avec celle-ci certaines pratiques sorcières qu'il a été enseignées par une de ses amies qu'il a rencontrée, je crois, à la faculté. Et de là, il a créé sa tradition, une tradition cunninghamienne, du moins sa vision de la sorcellerie, entre parenthèses, wiccan. Je mets des parenthèses sur le terme wiccan, de sa sorcellerie. Et quelques années plus tard, il a écrit ceci. La Wicca, Magie Blanche et Art de Vivre. Donc le titre original, c'est
Je vais vous dire le titre original, si j'arrive à le trouver. Wicca, a Guide for the Solitary Practitioner. Donc c'est le premier livre qu'il a publié, du moins dans cet esprit-là. Il met en avant sa sorcellerie, qu'il nomma Wicca, puisque c'était un titre vendeur à l'époque. Personnellement, je suppose même que c'est un petit peu la maison d'édition qui lui a demandé d'utiliser ce terme-là, mais bon, ça reste entre nous. Donc, c'était un titre racoleur, un titre vendeur, il utilisa et publia ce livre-là. Suite à ça, il publia le deuxième livre, La Wicca, Magie blanche et art de vivre, puisque énormément de personnes ont lu ce livre-là et ont pris ce livre-là comme une Bible, littéralement, parce que il explique bien, il est complet, etc. C'est ma Bible, je veux pratiquer la Wicca. Celle-là, je veux pratiquer la Wicca, Cunninghamienne, comme il est écrit ici. Ça, c'est la vraie Wicca, sauf que c'est pas la vraie Wicca. Et face à ça, il y a beaucoup de monde qui lui demandait, vous voyez, je veux être initié par toi, enfin, je voudrais être initié à la Wicca, patati patata. Scott Cunningham a créé ceci, la Wicca vivante. Ce livre-là, en fait, traite sur la façon d'apprendre, d'enseigner, et les liens en fait avec le secret, les liens avec tout ce qui distingue en fait une tradition et la création de sa tradition. Donc cet ouvrage-là et cet ouvrage-là en fait, représente pas réellement la Wicca dans le sens traditionnel, représente une forme de sorcellerie qui a été nommée Wicca par Scott Cunningham. C'est devenu après une forme de Wicca éclectique, ce qu'on appelle éclectique, mais celui-là vient de lui. C'est vraiment Scott Cunningham qui a inventé cette Wicca-là. Donc c'est bon à savoir son histoire. Et donc en fait, ce qu'il enseigne dans ses ouvrages, c'est tout simplement le fait que il enseigne ce qu'il a appris. Et ce qu'il a appris, c'est de la cour extérieure. Au niveau de la Wicca, je parle. Après, au niveau sorcellerie, c'est autre chose. Et en fait, ce qu'il a appris de la cour extérieure, en fait, ce qu'il a enseigné, c'était c'était vraiment la surface de chez surface de la Wicca, la vraie Wicca, la traditionnaliste, du moins pour l'époque, la vraie Wicca de l'époque. Et en fait, ils enseignaient quelque chose de très léger. Et Cunningham a pris de ça, a ajouté les enseignements sorcières que son ami lui avait appris, et les a synthétisés en ce qu'on appelle maintenant la Wicca Cunninghamienne ou la Wicca éclectique. Même si j'aime pas le terme éclectique, ça va honnêtement rien dire. Ça veut dire mélanger, enfin tout et n'importe quoi. Donc, Cunninghamienne, c'est joli, puisque c'est voilà. Donc c'est un fait, c'est son histoire, c'est comme ça. Cette tradition est née d'un cours public. Donc voilà, l'idée principale de ces ouvrages, et on le sent quand il écrit, on sent qu'il va pas très loin dans ses réflexions, il est comme bloqué. Alors il y en a qui supposent que c'est parce qu'il n'a pas le droit de dire certaines choses. Non, on le sent que c'est pas parce que c'est pas une question de secret, mais c'est une question d'information, il manque d'information. Donc il a supposé. Et donc et souvent c'est vous pouvez faire ça, enfin pour ma bon, vous pouvez utiliser ces couleurs-là, mais vous pouvez faire ce que vous voulez aussi. C'est ça. C'est comme s'il avait il manquait de l'information. Et on le sent dans son écrit. C'est très intéressant. Je dis pas le contraire, mais il manque d'information. Et c'est pour ça que je le conseille souvent de le lire après. Quand on connaît un peu mieux la Wicca, je te conseille de lire Cunningham parce que celui-ci permet vraiment de remettre les choses en place. Et quand il parle, ah oui, c'est vrai, il parle de ça, puis on comprend pourquoi il ne va pas jusqu'au bout, puisqu'on connaît l'information de trucs. Après, on rigole, on lit des trucs, on fait, c'est quoi ce truc, n'importe quoi. Et parce que tout simplement, il n'avait pas l'information, et donc il a brodé avec ce qu'il pouvait trouver dans les informations sorcières qu'il avait de son. C'est les ouvrages sur la Wicca qu'il a écrit, du moins qui ont été traduits en français. La Wicca vivante n'est plus traduite du tout. Je l'ai plus revue. La Wicca, par contre, celle-ci, elle a été rééditée. Elle a même été éditée en audiobook
vous pouvez le trouver dans la boutique des 13 chaudrons, donc en audiobook, c'est-à-dire en livre audio. Tout simplement en français, donc ce qui est idéal pour les gens qui n'aiment pas trop lire ou qui conduisent beaucoup, ils mettent le CD, c'est sur 2 CD le truc, ils mettent le CD et ils ont ce livre là en fait audio. Donc c'est intéressant, mais je vous le conseille sincèrement de le lire après avoir étudié en profondeur la Wicca. Défaut, gros problème, c'est ce qui m'énerve un petit peu et ce qui me provoque beaucoup d'animisité, beaucoup d'ennemis dans le monde ésotérique, c'est que beaucoup de personnes lisent que ça, que ce livre-là, hein, et se dit Wiccan. Alors, on me dit oui, mais il explique bien, etc., etc. Oui, j'ai lu 2 bouquins de Freud, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psy. C'est pas parce que j'ai lu un bouquin des frères Bogdanov que je suis astrophysicien. C'est pas parce que une fois je me faisais chier et j'ai lu un bouquin de médecine sur au niveau de la chirurgie, enfin tout ce qui est visage, que je suis devenu un expert de la chirurgie. C'est aussi ça, c'est pas parce qu'on lit un livre sur la Wicca que l'on est Wiccan. Ce n'est pas parce que nous lisons 3 tonnes de livres sur la Wicca que nous sommes Wiccans. C'est comme si, comme par exemple, l'exemple typique, c'est la mère à Yannick adore tout ce qui est médecine. Elle avale énormément d'informations sur la médecine. Oui, elle connaît énormément de choses, mais elle n'est pas médecin. C'est vrai qu'on peut lui demander conseil. Ah oui, tu pourrais, par exemple, qu'est-ce que tu penses de ce médicament ou autre? Elle donnera son avis sur ce qu'elle a lu, ce qu'elle a entendu, etc. Mais elle n'est pas médecin. C'est ça l'idée. On peut lire énormément d'ouvrages sur la Wicca et ne pas être Wiccan. Il y a bien des experts par exemple des experts de Claude François, parce qu'ils ont étudié Claude François toute leur vie, ils ne sont pas Claude François, c'est pas parce qu'on a étudié quelque chose que l'on est. Donc c'est important de comprendre cette idée-là. Et beaucoup dans le monde des eaux, même s'ils se la pètent grande prêtresse ou grand prêtre de n'importe quelle divinité, ont étudié que ça. Ils ont pris ça, Cunningham, ils ont lu ça, ils ont lu 2-3 ouvrages sur les différentes mythologies, et hop, je fais une école pour avoir enseigné la Wicca, la sorcellerie, la magie, le paganisme. Et en fait, c'est du vampirisme. En fait, on enseigne à quelqu'un, la personne devient, entre parenthèses, professeur qui elle-même enseigne en plus avec toi, etc., etc. Et ce qui devient en fait une grande école avec 1 million de professeurs, des travailleurs en groupe. Et en fait, c'est ce que beaucoup de traditions non sorcières, enfin sorcières non wiccanes ont fait. Et ainsi, on arrive à pomper les informations internes d'autres traditions. Par exemple, la tradition corélienne, puisque c'est un peu ce qu'ils ont fait, au départ était très légère, puis des personnes ont été intéressées par cette tradition, ont été initiées avant qu'elle devienne très hiérarchisée. Celle-ci, donc après l'initiation, a échangé énormément avec leur initiateur. Ils ont été élevés jusqu'au 3e degré. À ce moment-là, ils ont commencé à initier quelqu'un dans cette tradition, alors qu'ils avaient d'autres traditions en plus. Et pour enseigner à cet élève, ils ont enseigné un peu la tradition corélienne, ce qu'ils ont appris, et ce qu'ils ont appris dans d'autres traditions, ils les ont ajoutés. Et en fait, la tradition corélienne a absorbé les autres traditions, donc des informations qui étaient techniquement secrètes d'une tradition wiccan ou sorcière quelconque a été absorbé par ce groupe-là et maintenant est utilisé par ce groupe-là, même s'ils ne comprennent pas pourquoi ils l'utilisent, mais ils ont absorbé cette information. Et en France, on commence petit à petit à tourner dans cette optique-là, et c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Ça, je le dis très important, parce que c'est bien de centraliser les informations, mais il ne faut pas non plus exagérer et ne pas être dans la trop centralisation, puisqu'on risque de perdre en fait ce qui est magique en finalité, puisque c'est le gros problème, c'est qu'il y a devenir Wiccan, je suis Wiccan, tout le monde peut le dire, et surtout ceux qui
ont lu que ça et qui se disent Wiccan. Donc il faut faire attention. Cunningham, je n'ai rien contre lui, je le répète encore et encore, il est même présent dans mon hôtel des ancêtres, je n'ai rien contre lui. C'est juste ce que j'en veux, tout simplement, c'est le titre choisi, et surtout ceux qui le lisent et qui prennent pour une Bible. C'est pas une Bible, même s'il a écrit le livre des ombres de Scott Cunningham, enfin l'un des livres des ombres qu'il devait publier, qu'il est mort entre temps. C'est pas non plus Dieu sur terre, et son livre c'est pas une Bible. Donc voilà. En dehors de ça, Cunningham a écrit d'autres ouvrages sur des thèmes bien précis. Il a écrit sur la cuisine magique, il a écrit sur la lithothérapie, il a écrit sur les plantes, la divination, les huiles, les encens. Il a écrit pas mal sur différents thèmes. Si vous allez sur Amazon, tapez Scott Cunningham, vous verrez, en anglais et en français, tous les thèmes qui ont été traduits. Il a écrit par exemple l'encyclopédie des plantes magiques, donc la couverture a changé, mais l'auteur n'a pas changé. Par exemple, cet ouvrage-là, c'est de la bombe. Très bien documenté, très bien répertorié, les noms des plantes, leur utilité, leur nom latin, leur genre, leur planète, leur élément, tout est très bien documenté. Cunningham est un très bon auteur. Ça, je ne dis pas le contraire, c'est un très bon auteur. Mais il est bon dans des domaines différents. Là, la Wicca, c'est plutôt un truc réflexionnel, enfin de réflexion. Alors que là, c'était vraiment de la compilation. Il est très bon parce que Cunningham avait cette fâcheuse, ce fâcheux talent de réussir à trouver des informations perdues. Ça, c'est les contacts qu'il s'est fait. Et il a écrit pas mal d'ouvrages intéressants. Voilà, par exemple, sur le livre des plantes, vous avez, par exemple, je prends au hasard, le papyrus, par exemple, vous voyez, donc il y a papyrus, vous avez une image simpliste. Papyrus, c'est toutes les informations sur le papyrus. Son genre masculin, sa planète Mercure, son élément air, son pouvoir, la protection, usage magique, placez-le dans le bateau pour les protéger contre les attaques des crocodiles. Papyrus, Cyperus, Papyrus, c'est son nom latin. Donc c'est vraiment très intéressant comme ouvrage. C'est vraiment un ouvrage de compilation. Au départ, il explique un peu rapidement, bon j'ai surligné quelques passages, mais il explique rapidement comment fonctionne la magie des plantes, quoi. Donc c'est vraiment les trucs de base. Et puis après les différentes techniques, encens, sachet, huile, etc. Et puis les intentions, et ensuite on se retrouve avec un dictionnaire de compilation d'informations sur le truc. Et ça, c'est un très bon ouvrage. Moi, je le conseille souvent pour ceux qui commencent à s'intéresser à la phytomagia, donc la magie des plantes. Je le conseille énormément. Donc encyclopédie des plantes magiques de Scott Cunningham. Pour vous dire, c'est un très bon auteur dans ce style d'écriture, dans l'écriture de compilation. Il est très bon dans ce domaine-là. C'est très particulier Cunningham, mais là c'est vraiment celui-là, je l'adore. C'est un de mes ouvrages que j'adore de Cunningham le plus. Ça touche pas à la Wicca, c'est vraiment la sorcellerie en général, et il est très fort pour ça. En le lisant, il n'y a pas de comment dirons-nous, de sous-entendu Wicca. C'est vraiment très centré sur les plantes et la magie des plantes, et c'est très bien. Ce que j'ai bien aussi, c'est le fait que à la fin il y a un petit lexique sur par exemple les intentions magiques, atteindre l'immortalité, il y a la liste des plantes sur ce thème là. Il y a aussi sur la correspondance de certaines plantes avec les planètes, les éléments. Donc il est très très bon ouvrage. Son style d'écriture dans celui-là est très concis, c'est vraiment très clair. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est vraiment très clair. C'est voilà, tac 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 tac, c'est super bien écrit. C'est pour moi le meilleur qui a été écrit. Ensuite, il y a le livre La divination pour les débutants de Scott Cunningham. Donc la divination pour les débutants, lire le passé, présent et le futur. Cet ouvrage-là, alors moi je suis un fan de divination,
Voilà, je suis un super fan de divination. Et cet ouvrage-là, je l'ai trouvé super. Alors, pour la petite histoire, on l'a eu à la boutique quand il s'est publié, je l'ai feuilleté comme ça, disant. Et en fait, au départ, je voulais lire 2-3 pages, et puis je suis resté, j'ai fini le bouquin dans la journée, quoi. Et je me le suis acheté, puisque j'ai pris mes petites notes, mes petites annotations dessus. En fait, cet ouvrage, il est excellent. Pourquoi? Parce qu'il explique déjà ce que c'est la divination, selon lui comment elle fonctionne, et il explique différentes méthodes de divination, plus ou moins connues, qui fonctionnent, et il donne vraiment la technique d'utilisation et comment l'interpréter, les interprétations possibles. Par exemple, la divination par l'eau, le feu, les bougies, la fumée, la cendre, la divination par le vent, les nuages, les oiseaux, les plantes et les herbes, le tirage au sort, c'est une des divinations les plus vieilles de l'humanité. La boule de cristal, il y a quoi? Il y a la miroir, les étoiles, la lune et l'éclair. Et après, par exemple, la divination dans l'œuf, dans le tissu, dans le cerf-volant, dans le couteau, dans l'huile, le papier, les perles, le pendule, l'anneau, le sable. Voilà, c'est enfin, il compile pas mal de types de divination existantes, sans parler de la divination avec la pomme, la paille, le gui, et aussi les divinations complexes, par exemple le jeu de tarot, ou tout simplement le linking, par exemple, la chiromancie, enfin des trucs qui sont vraiment dans un appui différent. Cet ouvrage-là, il est vraiment génial. Je vous conseille vraiment. Pour débuter en divination, c'est vraiment le must. Cunningham, vous voyez, bon, pour ceux qui me faisaient des reproches sur le diable, tu détestes Cunningham. Non, 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 je ne déteste pas Cunningham. Dans cet ouvrage-là, il parle vraiment il parle de quelque chose qu'il connaît. On le voit dans la façon dont il écrit, il parle de quelque chose qu'il connaît. Dans la Wicca, il y a cette sensation de douter quelque chose. Alors là, il parle exactement de ce qu'il connaît. Quand il parle du Viking, par exemple, il donne des détails que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Quand il parle de tarot, moins, parce qu'il parle vraiment de symbolisme universel, mais par exemple, la cléromancie, il explique comment ça fonctionne. Franchement, c'est un très très bon ouvrage, Cunningham. Dans son écriture, est vraiment très accessible aussi, très compréhensible. Pourquoi j'ai surligné? Parce que c'est des tournures de phrases qui me manquaient quand je donnais des cours de divination. Il y avait des tournures de phrases pour débutants qui manquaient, et grâce à cet ouvrage, c'était vraiment très facile à interpréter. Donc je le conseille tout le temps à mes cours de divination. Je conseille toujours ce livre, donc la divination pour les débutants de Scott Cunningham. Donc pour preuve que Cunningham encore peut écrire de très très bons livres, et des livres que je peux adorer aussi. C'est vraiment très concis, il explique bien, il donne son opinion sur sa vision des choses, sur il parle de ce qu'il connaît, comme pour les trucs des plantes, il parle de ce qu'il connaît. Et l'autre livre que j'ai de lui, c'est le livre complet sur l'encens, les huiles et les infusions. Donc la couverture aussi a changé depuis le temps. Donc c'est toujours Cunningham, hein, qui l'a écrit. Il a eu les éloges de Raymond Buckland quand même. En effet, Buckland disait: le livre complet sur l'encens, les huiles et les infusions est en effet un livre de recettes magiques. Comme tout livre de recettes, il enseigne, permet beaucoup de latitude pour faire des expériences personnelles et offre un grand nombre de recettes les plus variées. Ce ne sont pas les mêmes vieilles recettes dont nous sommes lassés, qui ont paru à maintes reprises dans une multitude de carnets magiques. Elles ont fait leurs preuves et Cunningham en a fait un recueil, venant de nombreuses sources après plusieurs années d'expérimentation. Dans ce livre, nous trouvons un chapitre très bien rédigé sur les principes de base de la magie, et à mon avis un chapitre qui a une très grande valeur sur tous les aspects de la substitution. Que puis-je utiliser si je ne trouve pas de genévrier, par exemple? Ne serait-ce que pour ceci, le livre en vaut le prix, je le recommande fortement. Et il a raison. En fait, c'est à la base un ouvrage de mélange. C'est un grimoire, en fait, tout simplement, de mélange magique. Par exemple, je prends au hasard, on va faire ça, je prends au hasard, je m'arrête là. Sachet des poissons.
3 parties de bois de santal, 2 parties de sauge, une partie d'eucalyptus, une partie d'anis, une partie de citron, enveloppé dans un tissu violet, attaché et le porter ou le transporter avec soi pour améliorer les aspects positifs de son signe. Donc c'est un sachet qui sont pour les poissons pour améliorer les qualités positives du poisson. En fait, c'est des recettes comme ça, il en donne énormément. Et ces recettes-là, en fait, c'est pas des recettes lambda inventées ou autre, c'est des recettes testées. Cunningham avait cette fâcheuse manie de tester quand il crée des recettes, de pratiquer quand il crée des formules, de tester, de faire tester, etc. Il était vraiment dans le test et dans l'expérimentation, ce qui en fait n'est pas très week-end dans le sens traditionnel. Mais c'est cette intention-là qui a créé en fait ce genre d'ouvrage, parce que c'est vraiment très intéressant. Et il y a tout un passage sur la substitution. Et ça aussi c'est important, parce que le chapitre sur la substitution est très peu connu, du moins il y a très peu d'ouvrages sur les substitutions d'éléments. Et il a toute une partie qui est écrite à partir de la page 247, par exemple, où il explique comment fonctionne la substitution, quel est ce principe, etc., etc., etc. Par exemple, il donne un exemple simple, l'encens de Mars d'Agrippa, qui demande de l'euphorbe, de la résine de bédélium, de gomme ammoniaque, de racine des deux élébores, de magnétite, de souffle de myrrhe, de cerveau d'un chat ou d'une chauve-souris. Pas très ragoûtant. Et lui propose une substitution simple. Nouveau encens de Mars, il appelle donc tabac, copal ou résine de pin ou sang de dragon, acéphétide, donc la merde du diable, ortie, magnétite ou aimant, soufre, lycopode ou merde du diable, myrrhe ou résine de pin ou sang de dragon, aumètre ou blanc d'œuf. Voilà, par exemple, une substitution. Il donne vraiment des astuces. Par exemple, si vous retrouvez 100 cèdre, vous pouvez remplacer ça par du bois de santal, par exemple, dans votre mélange. Si vous voyez, par exemple, un vieille mélange qui demande de la belladone, il faut mieux le remplacer par du tabac. De la ciguë, par exemple, par du tabac aussi. De la verveine citronnelle par de la verveine des Indes plus un zeste de citron, par exemple. Après, il y a les différentes utilisations. Par exemple, pour l'utilisation d'amour, par exemple, pour un rituel d'amour ou un encens d'amour, vous pouvez utiliser par exemple du gardénia, et il précise en herbes, gommes, fleurs, écorces, racines, feuilles, fruits ou graines. Par contre, vous pouvez aussi utiliser le lotus. Par contre, lui, il conseille en bouquet et non en herbe ou gomme ou résine, ni en huile essentielle, ni en synthétique, vraiment en bouquet. Après, pour certains mélanges, il conseille par exemple, pour certaines trucs, il conseille vraiment le synthétique par exemple, ou seulement l'utilisation en gomme, ou seulement l'utilisation en huile essentielle. C'est vraiment très intéressant ces substitutions, et il donne certaines substitutions, par exemple tout ce qui est Saturne, amarade, bistorte, consoude officielle, cyprès, mimosa, patchouli, pensée et tamaris. Voilà les plantes pour liées à Saturne. C'est vraiment très très intéressant son ouvrage. Il donne même un glossaire. C'est vraiment très très intéressant. J'ai failli l'acheter 3 fois. Donc je l'avais dans ma bibliothèque et j'ai fait dans la boutique. Oh, il est sympa, je vais me l'acheter. Et puis bah non, je vais le poser, je vais voir. Parce que souvent je fais ça, je vais voir dans ma bibliothèque, parce que des fois j'achète des livres que j'ai déjà. Puis j'ai fait, ah, je l'avais. Et le surlendemain, je retourne à ma boutique, au Très Chaudron, donc sur la bibliothèque. J'ai en train de regarder les bouquins. Puis je fais, ah tiens, je vais me le racheter. Et je refais le rebelote. J'ai fait, bon, j'ai compris, je l'ai, pas besoin que je me le rachète. Mais il est très complet. Et encore, là, c'est pas de compilation, c'est pas un ouvrage de compilation, c'est vraiment un ouvrage d'expérimentation. Et aussi, et on revient sur l'idée, il écrit sur ce qu'il sait.
on le sent qu'il est au courant, il ne donne pas des oui, peut-être que, machin, non, c'est vraiment très carré, très nickel, et c'est pour ça que j'aime bien. Cunningham, quand il écrit en dehors de la Wicca, c'est très clair, net et précis. Quand il commence à toucher à la Wicca, ça devient très vague, c'est le mot. Quand il a créé son livre des ombres et qu'il est mort avant, en fait, il a voulu, personnellement je pense, créer une tradition un peu plus ouverte que la Wicca, une tradition sorcière cunninghamienne, un peu plus ouverte, un peu plus facile d'accès que la Wicca traditionnaliste ou d'autres formes de Wicca ou de sorcellerie, de magie ou autre. Et bon, il est mort entre temps et son ami a réussi à le republier. Donc, alors je sais pas s'il y a une future traduction française, mais en tout cas, c'est un ouvrage qu'on peut trouver facilement en e-book en anglais. Cunningham a écrit sur les pierres, il a aussi écrit sur la cuisine, il a écrit pas mal d'ouvrages et sur pas mal. Donc il a écrit pas mal d'ouvrages. Donc j'ai essayé de, de lister les informations que j'avais. Donc par exemple, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Spellcraft, Creating Magical Objects. Donc, un livre qui apprend à créer des objets magiques. Le Cunningham's Encyclopedia of Wicca in the Kitchen, donc un livre qui retrace des recettes et autres pour sabbat et des recettes magiques. Il y a aussi le Cunningham's Book of Shadows, The Path of an American Traditionalist. Donc c'est pareil, un livre des ombres de Scott Cunningham. Bon, c'est un peu pompeux d'utiliser le terme traditionnaliste, mais bon, voilà, c'est cet ouvrage, c'était vraiment pour mettre en avant, comment dirons-nous, mettre en avant sa tradition. Après, il y avait bien sûr le livre Earth Power, Technique of Magic, Natural Magic, toujours de Scott Cunningham, qui est assez intéressant aussi comme ouvrage. Ça revient sur cette recherche des techniques de la nature. Il y a aussi Earth, Air, Fire and Water, the More Techniques of Natural Magic, toujours de Scott Cunningham. C'est la suite en fait de tout simplement de son ouvrage Earth Power. Il y a aussi son livre Cunningham's Encyclopedia of Crystal Gem and Metal Magic. Donc cet ouvrage-là a été traduit en italien. Donc Encyclopedia de Cristales Gemas Metales de Scott Cunningham. Ce qui est en plus assez étonnant parce que il me semble qu'il y a l'édition Ada qui vont le traduire en français, donc ça s'appellera Encyclopédie de la magie des cristaux et des pierres précieuses et des métaux de Scott Cunningham. Donc ça c'est un des ouvrages qui va être en plus ajouté à ma bibliothèque. Donc vous vous dire que j'aime bien aussi ce Cunningham. Le livre des ombres de Scott Cunningham par exemple a été traduit en italien. Ce qui est assez étonnant, parce qu'il n'est pas traduit en français, mais c'est pas grave. Donc ça, on connaît très bien notre pays. Donc Scott Cunningham est bon en ouvrage, tant que cet ouvrage-là ne parle pas de Wicca. Du moins, c'est ce que je remarque par rapport aux 2, 3, 4, 5 livres en français et j'ai ajouté en plus 4 livres, rajouter en plus de ça 4 livres. Donc c'est un constat que je fais. C'est pour ça que je déconseille Cunningham quand on débute. Après plus tard oui, mais pas quand on débute. Et ça c'est très 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 important de comprendre ça. Donc voilà ma réponse au fait que ce que je pense en approfondi des ouvrages de Scott Cunningham. C'est vraiment très très paradoxal mais très réaliste. La Wicca, c'est à lire plus tard, le reste à lire quand on débute.
Après, pour répondre à la question sur quelle est vraiment la différence entre Wicca et sorcellerie, c'est que la Wicca est une forme de sorcellerie, mais toutes les sorcelleries ne sont pas de la Wicca. La Wicca se base sur des pratiques précises, sur des croyances précises. Donc la croyance de base, croire en une déesse mère, une déesse et un dieu cornu, pratiquer les sabbats et les esbats. Il y a 8 sabbats et 13 esbats. Un coven est dirigé par 13 personnes, est dirigé par 2 personnes, le grand prêtre et la grande prêtresse, et avec un nombre maximum de 13 personnes dans un coven, dans un cercle. Les rites sont réalisés dans un cercle de pouvoir qui est tracé par donc les Wiccans. La Wicca est avant tout une religion initiatique, donc il faut être initié pour être Wiccan. Donc à part Cunninghamienne où il faut tout simplement s'auto-initier, mais donc dans la Wicca traditionnaliste, il faut être initié par une grande prêtresse ou un grand prêtre qui lui-même a été initié par une grande prêtresse ou un grand prêtre, qui lui-même a été initié par un grand prêtre ou une grande prêtresse, etc., etc. Et on peut remonter ainsi jusqu'à Gérard Garner. Ça, c'est la Wicca. La Wicca, dans sa structure, ressemble un peu à une forme de druidisme, mais très sélectif, et en même temps une forme de sorcellerie très étrange. Donc, c'est vraiment une synchronicité de ce que les sorcières, dans le sens comme il a donné Garner, les sorcières britanniques anciennes pratiquées, du moins dans les sorcières britanniques de New Forest. C'est du moins ce qui est la Wicca traditionnelle. La sorcellerie est avant tout, alors si on suit la traduction anglaise, du moins si on witchcraft en anglais, sorcellerie, pour eux c'est tout simplement le culte de la déesse mère ou le culte de la sorcière, le culte à la nature. Ça c'est la sorcellerie. Donc la Wicca, vu que c'est un culte à une déesse mère et à un dieu père et à la nature, est une forme de sorcellerie. Pour eux la sorcellerie est ça, les Anglais. En France, le mot sorcellerie, nous l'adaptons soit pareil à un culte envers la nature, soit au fait que la sorcière pratique la sorcellerie, le mage la magie. La sorcellerie, à la française, du moins dans la définition qu'on le donne généralement, la sorcellerie, c'est la capacité d'utiliser les énergies de la nature pour jeter un sort. Point. Dans le contexte Wicca, la sorcellerie, c'est tout culte à la nature qui ne découle pas de la Wicca de Gérard Garner. Par exemple, la Wicca dianique, ce qu'on appelle Wicca dianique, je mets des parenthèses, est une forme de sorcellerie, mais il n'est pas de la Wicca, puisque Budapest, celle qui a créé cette tradition-là, la Wicca, Wicca, je mets des parenthèses, dianique, n'a jamais été initiée par une personne qui découle de la lignée de Gérard Garner. Un Wiccan, en fait, découle de Gérard Garner, du moins actuellement. Wicca traditionnaliste, un Cunninghamien découle du livre de Scott Cunningham. Et les sorcières, en fait, sont beaucoup plus structurées. Par exemple, la sorcellerie n'est pas en lien avec le paganisme. On peut, par exemple, être sorcière et être catholique pratiquante. Donc, on peut pratiquer la sorcellerie et être catholique pratiquante. On peut être sorcière, pratiquer la sorcellerie et être athée. C'est possible aussi. Je l'ai vu souvent. Donc, la différence vient là, c'est que la Wicca est vraiment liée à Scott Cunningham, à des traditions précises, à une initiation précise, alors que la sorcellerie est une forme de culte magique, occulte, un peu comme le vaudou, qui est à la fois religieux et à la fois magique, et qui
et qui, enfin c'est même pas ça, si on suit l'interprétation anglaise, c'est un culte à la nature, point, quel qu'il soit. La nature, ça peut être Marie, Jésus, Joseph, hein, ça peut être eux, hein, dans la nature, ça peut être le troll, ça peut être les petits lutins, ça peut être les hommes crabes, comme dans South Park. Donc c'est ça, le culte à la nature, dans le sens général. Et donc ça, c'est la sorcellerie anglaise. Dans la version française, c'est un peu plus complexe parce que c'est en lien automatique avec la magie. Donc c'est un peu complexe. Mais bon, donc il faut faire tout simplement la différence entre Wicca et sorcellerie. Wicca en découle de Garner ou de Scott Cunningham si on se dit Wicca en éclectique. Et inversement, sorcellerie, c'est tout le reste. En fait, c'est un peu comme si on essayait de définir christianisme et catholicisme. La Wicca, la Wicca, c'est de la sorcellerie, comme le catholicisme, c'est du christianisme, mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Pareil, les Wiccans sont des sorcières, donc la Wicca fait partie de la sorcellerie, mais toutes les sorcelleries ne sont pas Wicca. Toutes les sorcières ne sont pas Wicca. Donc voilà, c'est vraiment cette différence, cette ressemblance-là. C'est vraiment très particulier. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à tes questions. Si c'est pas le cas, pareil, commenter et expliquer voilà, pourquoi, enfin, si plus d'informations et plus de demandes d'informations sur ce sujet-là. Je vous souhaite de bonnes journées, bonne soirée, à bientôt.